À l'écoute de La Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Auditeurs et auditrices de la radio juive de Marseille, shalom et bienvenue sur l'émission des amoureux de Sion, La Voix de Sion, les amoureux d'Israël et du sionisme sur la 90.5 de la bande FM. Aujourd'hui, émission spéciale. Vous avez certainement entendu parler, l'actualité littéraire, on va dire ça comme ça, nous interpelle avec la parution d'un ouvrage de deux éminents auteurs connus pour leur qualité d'analyse et de critique. Un bouquin qui est, comme on dit, un pavé dans la mare avec le titre « La fin des Juifs de France ». Vrai, pas vrai. Nous avons avec nous aujourd'hui sur ce plateau et à l'antenne le professeur Dov Maimon et Didier Long qui sont les co-auteurs de cet ouvrage. Didier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Dov, bonjour, shalom aleichem, Kolra, bienvenue, merci de votre présence. Alors, Dov, vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute à Jérusalem. Vous êtes de formation ingénieur du Technion et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Allô? Si on devait parler de mon parcours, ça nous prendrait à peu près toute la journée, donc on va éviter de parler de mon parcours et on va parler plus d'autre chose. Très bien. Didier, par contre, vous avez un parcours un petit peu atypique. Vous rejoignez le judaïsme à travers une conversion il y a quelque temps. Qui est Didier Long? Alors, au début, moi, j'étais moine bénédictin de l'âge de 20 ans à l'âge de 30 ans, ok, parce que j'avais fait une conversion au christianisme à l'âge de 16 ans. Je viens d'une famille non chrétienne. Ensuite, à la suite de ça, j'ai rencontré des moines qui étaient des amoureux du judaïsme et qui m'ont enseigné le Talmud. Et j'ai écrit 16 bouquins sur le Jésus juif, etc. Le premier s'appelait Jésus le rabbin qui aimait les femmes. Voilà. Et il se trouve, donc ensuite j'ai travaillé dans l'internet, j'ai travaillé chez McKinsey, j'ai monté Fnac.com, 01net, et en parallèle j'écris mes 15 livres sur mes nuits, et un beau jour de 2010, mon meilleur ami est mort, et le jour de son enterrement, les mots me sont venus en fait en hébreu, les mots des psaumes sur sa tombe. J'ai foncé au bout de ma rue, et qui est-ce que j'ai rencontré? Quelqu'un que vous connaissez très bien aujourd'hui à Marseille, qui est le rabbin Chaim Harboun, le grand rabbin maintenant Chaim Harboun, qui est devenu mon ami, et j'ai commencé à prier à la synagogue au bout de la rue, lui monter d'Aix-en-Provence à Vaucresson tous les Shabbats, il repartait le dimanche après nous avoir fait le cours d'hébreu. Et il m'a parlé du Mélar, moi je lui ai parlé du monastère, il venait du Mélar de Marrakech, et donc on est devenus amis avec lui, avec son fils Jacques, avec ses enfants, et donc pendant 10 ans il m'a enseigné, et en fait j'ai retrouvé mes origines juives de Corse. J'ai à ce moment-là écrit un bouquin qui s'appelle Mémoire juive de Corse et il est né des synagogues un peu partout en Corse, à Bastia au pied de chez ma grand-mère, ou ma grand-mère qui m'envoyait des étroguimes au monastère tous les automnes. Voilà. Et donc j'ai un parcours donc d'intellectuel, un parcours donc de réflexion, un parcours de consultant et de consultant chez McKinsey et puis mon propre cabinet de conseil pendant 30 ans. Super. Effectivement très particulier, un parcours exceptionnel, enfin assez original. Et alors tous les deux, qu'est-ce qui vous a pris? Dov, on sait, vous avez déjà fait une étude il y a quelque temps sur, on va dire, une projection de ce que vont devenir les Juifs de France dans la cinquantaine d'années à venir. C'était, je crois, dans les années 2010 ou 2015 que vous aviez fait cette étude. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et aujourd'hui, vous lancez une sonnette d'alarme, la fin des Juifs de France. Pourquoi ce titre-là et pourquoi cette constatation? Alors, je vais résumer le livre parce que, évidemment, c'est un livre qui est, en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient une certaine dissonance cognitive. Il y avait un écart entre ceux qui vivaient au quotidien et ceux que nous, on s'est rendu compte. On a commencé à faire des études, on a commencé à essayer de comprendre ce qui se passait en France. On s'est rendu compte que depuis le début du XXIe siècle, et en particulier encore plus depuis le 7 octobre, des communautés sont de plus en plus, avec beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'activité, plus de gens, les gens sont plus religieux qu'ils étaient il y a 20 ans, plus proches de la communauté qu'ils étaient il y a 20 ans, plus proches de la communauté de la religion que leurs 20 ans. Donc ils vivent un judaïsme extrêmement intense, extrêmement fort, merveilleux. Et puis d'un autre côté, quand on fait une analyse du risque, alors là je vais être très simple, je vais vous dire, la sécurité des Juifs dans le monde, bon, moi je travaille dans un centre où on a 50 chercheurs, on travaille sur le monde entier, et on connaît bien l'histoire, on voit les différentes communautés à travers le monde, ce qui leur arrive, et qu'est-ce qui va leur arriver.
Donc on a l'expérience de communautés qui ont été des fois leur apogée, qui ont parfois, comme ce qui se passe au Venezuela, il y avait 300 000 juifs, il y en a plus de 30 000, on a vu ce qui se passe en Afrique du Sud, et on voit que c'est des phénomènes qui sont assez semblables. C'est-à-dire qu'on voit d'un phénomène, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une vitalité très forte, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est la sécurité et leur pérennité qui est garantie, parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. La pérennité dépend de la sécurité. Et la sécurité, il faut que les gens soient en sécurité. La sécurité dépend des politiques, parce que derrière la police, c'est le maire et le président de la République et les pouvoirs publics qui vont dire si est-ce que la police va faire ce qu'elle va faire, ou protéger ou pas protéger, et dans quelle mesure. Et la politique elle-même dépend de la démographie. Et la démographie, ce qu'on a trouvé dans nos études et qu'on démontre précisément, chaque chose qui est dit dans le livre est évidemment validée par les chercheurs du JPPI à Jérusalem, donc 10 chercheurs en intelligence artificielle, 50 chercheurs, les plus grands spécialistes dans le monde, et on arrive à dire qu'il y a entre 20 et 25 fois plus de musulmans que de juifs en France. Voilà. Et que chez les musulmans, malheureusement, on a plus d'un tiers, 38% plus précisément, qui sont radicalisés, et 50% parmi les moins de 30 ans. Et que et tous ces chiffres sont évidemment validés par toutes sortes de tuiles qui existent, et qui est une information parfois qui est publique, parfois on a travaillé avec des gens de différents services, en France et en Israël, pour compléter ce qui nous manquait. Et là on s'aperçoit, plus ils sont religieux, et plus ils détestent les juifs, malheureusement. Et comme ça fait 3 millions de personnes qui sont proches des frères musulmans et tout ça, c'est-à-dire que les juifs, en fait, il y a un certain entrisme dans la politique. Et ces gens-là, donc les politiciens, eux, ne sont pas insensibles aux chiffres, ils savent pour qu'est-ce qui se passe, et donc en vérité, comme dit Alfred Sauvy, un démographe français, il dit « La démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge, on la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure. » En gros, si je résumais tout ce que veut dire le livre, c'est « Les Juifs de France savent pertinemment que leurs petits-enfants ne vivront pas en France. » Voilà. Je résume, c'est très simple, c'est terrible. Et donc on donne un miroir. Ceux qui veulent comprendre avec les yeux ouverts et prendre les meilleures décisions sur leur avenir doivent lire ce livre, et en 2-3 heures, vous allez avoir tous les datas. Vous avez le risque de la menace endogène, les risques des émeutes, comment le Qatar intervient au niveau de comment le Qatar tient la finance en France, le gaz en France, les pays qui détiennent le pouvoir en France, parce que si le pouvoir ne peut pas continuer, s'il n'a pas un banquier qui lui allonge encore du crédit, donc, et ça c'est dans les mains de l'Arabie Saoudite et du Qatar. On voit comme le Qatar c'est aussi celui qui finance le Hamas d'un côté et qui finance aussi tout l'islamisme en Europe, et etc. Le Hamas c'est même ceux qui ont envoyé des blindés pour protéger les Jeux Olympiques, vous voyez, donc comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'émeute, puisque c'est le Hamas, on ne va pas attaquer le Hamas, donc etc. Donc on voyait un peu, on est dans une certaine situation, on donne le risque, on donne aussi le risque exogène, c'est-à-dire combien il y a d'anciens de Daesh qui ont purgé leur peine, il y en a plus de 500 qui ont purgé leur peine et qui aujourd'hui sont libres et sont dans les différents quartiers. Est-ce que la DGSI est capable de les protéger? Ils ont 5000 personnes, il faut 14 personnes pour protéger une personne, pour surveiller une personne. Est-ce qu'on est capable de surveiller tous ces gens? En plus, il y a tous les fichiers S. Ensuite, on a encore d'autres choses, on a encore les exogènes, c'est-à-dire les agents d'Iran, les agents du Hamas, ces gens ça c'est la menace physique. Et puis il y a une menace plus qui fait de l'entrisme et qui rentre dans tous les postes clés dans le gouvernement et qui fait que tout à coup les choses vont se changer. Donc ça ne se voit pas. Et pour vous terminer d'une manière un peu dramatique, c'est que le judaïsme en 1938, en Allemagne, il était à son apogée. Jamais on n'a eu autant de juifs. En Pologne, il était plein de vitalité, et la vitalité n'est pas garantie de pérennité. Est-ce que donc on peut faire... Oui, peut-être je peux intervenir rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut bien comprendre que c'est une enquête qu'on a fait. On n'a pas été juste dans des rapports. On a interviewé en fait des gens sur place. On a interviewé des gens, des ex-DGSI ou des DGSI, des gens qui viennent du renseignement territorial, et on a interviewé plus de 250 personnes, des responsables communautaires, et dans toutes les villes de France. Et par exemple, si on prend Marseille, juste une ville comme Marseille, donc on a 50 000 juifs à peu près à Marseille, mais on est face donc à une population musulmane qui est très importante. Alors, dans les rapports, les gens disent plutôt 35-40%. La réalité, c'est que quand on a demandé à des gens qui écoutaient en fait tous les prêches en fait dans les mosquées, ils nous ont dit ah, mais non, mais ils savent qu'ils sont déjà en fait majoritaires. Alors à Marseille, il y a une espèce de microclimat où les gens en fait Marseille est en fait à 2 millénaires et demi de cohabitation de communautés. Et en plus, il y a en fait Marseille Espérance qui a fait un super boulot, qui continue de faire un super boulot finalement de débeugage des incendies. Donc du coup, on a à Marseille, mais si on écoute Marseille 7e, des gens, donc les gens nous disent oui, mais en réalité on passe, on a nos casquettes, on a nos kippas ou nos casquettes,
Mais la réalité, c'est que le jour où ils savent que, le jour où il y a des émeutes et que Marseille est isolée, parce que de toute manière, le trafic de drogue tient la ville, et que, en fait, il y a une paix des braves entre les trafiquants et les frères musulmans qui avancent, donc l'islam politique qui avance, de toutes obédiences d'ailleurs, hein, salafistes, non salafistes, turcs, algériens, etc. Toute sensibilité confondue. Eh bien, ces gens-là nous ont dit, des juifs, ils nous ont dit, mais tant ils savent qu'on a notre kippa sous nos casquettes, mais le jour où ils prennent le pouvoir, eh bien, ils vont égorger les juifs, ensuite les chrétiens, ensuite les mauvais musulmans. Alors, il faut pas s'affoler non plus, mais c'est vrai qu'il y a une forte tension, que Marseille, c'est un lieu de forte tension. On nous a dit que les gens des agents nous ont dit, oui, mais les gens, on sous-traite, en fait, le renseignement au service algérien, marocain, on rentre plus, on n'a pas assez de monde pour entrer dans les mosquées, pour savoir ce qui se passe. Et d'ailleurs, la plupart de l'activité se passe pas dans les mosquées. Donc, on se retrouve avec les chibanistes, donc les vieux responsables de communautés musulmans qui sont des gens intégrés, qui sont des gens républicains. Nous, on aime les musulmans, je veux dire. Sur les 9 millions de musulmans qu'on a compté, c'est facile, hein. Il y a 10 millions de personnes qui mangent halal en France. 7 millions qui sont musulmans, les musulmans, 80% ils mangent halal, 76% en fait tout le temps, et 15% la plupart du temps. Donc on arrive avec un modèle à 9 millions de musulmans en réalité. Là-dessus, on a 28% en fait qui ne veulent pas du modèle républicain et 38% qui sont des sympathisants des frères musulmans. Tout ça, c'est des études qui sont de l'Institut Montaigne, de la Sofres, qu'on a été vérifiées sur le terrain, de la DGSI, qui sont des rapports internes, des rapports internes en fait des services de sécurité français et israéliens. Donc on a toutes les données et elles se vérifient dans les interviews des gens, elles se vérifient sur le terrain. Mais donc à Marseille, on se retrouve. Oui, c'est un travail de terrain qu'on a fait dans toutes les villes de France, comme ça, très détaillé, en interviewant des juifs, des non-juifs, des responsables de communauté. Les chibanistes, donc, les anciens responsables, c'est des gens intégrés. Là, 72% des musulmans, c'est des gens intégrés, c'est des gens gentils, bons, et l'islam est une bonne religion finalement, parce que ça permet que les gens soient moraux, ça permet que les gens aient la crainte de Dieu, ça permet qu'ils fassent pas n'importe quoi, ça permet qu'ils se soucient de leur prochain, mais on a 28% qui ne sont pas intégrés, qui ne veulent pas de l'intégration, et chez les jeunes, c'est 50%. Donc ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas intégrés pour tout un tas de raisons qui sont aujourd'hui assez claires, parce qu'on déjà on les a pas comptés, donc on sait pas combien il y a de musulmans, donc on sait pas quelle politique faire envers les musulmans. Donc de temps en temps on fait des grandes annonces, on dit ah oui, alors c'est la même chose que pour la drogue, c'est-à-dire que en fait rien n'a été fait, puis au bout de 20 ans, 30 ans, on se réveille. Parce que les premiers frères musulmans, ils sont arrivés, moi j'étais moine, j'étais dans un monastère tout près de Château-Chinon, donc c'est François Mitterrand qui les avait installés tranquillement. Ils ont commencé à faire une école d'imams, et aujourd'hui cette école d'imams, ce centre européen qui forme des imams, en fait des sciences humaines, eh bien ce centre européen, il est aussi en Seine-Saint-Denis, et on a les Turcs, et on a les Qataris qui financent tout ça, et qui détiennent aussi la dette française, et qui ont racheté la moitié de la France, donc enfin beaucoup de business en France. Donc on se retrouve dans une ville comme Marseille, où on a une partie en fait qui est radicalisée, mais ces gens qui sont radicalisés, la moitié des jeunes. Donc on fait quoi? La question elle est posée non pas aux juifs, nous on est les canaris de la mine, c'est-à-dire que quand le canari mourait dans une mine au 19e siècle, c'est qu'il n'y avait plus d'oxygène, donc il allait y avoir un coup de grisou et tout allait péter. Et ben nous on est les canaris de la mine, mais le problème c'est le vivre ensemble. C'est comment on recrée du vivre ensemble, si c'est encore possible, et en se racontant pas des bobards sur le nombre de personnes, sur le nombre de radicalisés, sur les influences. Et voilà, il faut sortir en fait du politiquement correct et à Marseille, donc Marseille il y a un espèce de microclimat, personne n'est parti au Cham, il y a très peu de musulmans qui sont partis en fait vers cette folie qui était l'État islamique, à côté de Lunel ou à côté de la Seine-Saint-Denis ou à côté de Villeurbanne, mais on a quand même un risque que nous on estime très important, et dans le livre on a mis qu'en fait il y avait 10 000 personnes à potentiel, un risque, un niveau de danger très préoccupant, 30% de la population juive qui est sous pression, 15 000% qui est une population à risque, 60% qui ont besoin d'aide pour être protégés, et ça fait 10 000 personnes à potentiellement aider, 9 000 exactement. Donc voilà où on en est de la situation. Alors pour rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Dov en début de propos, en parlant de la responsabilité des politiques, et pour remettre ça dans l'actualité de ces dernières 48 heures, et pour parler de Marseille, puisque Didier, tu nous tends la perche pour aborder cet aspect-là des choses. Nous, ce qu'on a constaté ces dernières 48 heures, avec l'histoire de la flottille, là, des excités, là, qui sont partis se balader, entre la Sicile et Ashdod, on a eu hier
une pseudo-manifestation spontanée, donc qui était bien organisée, préparée dans tout le timing. Ce qu'il était à noter hier, par contre, et ça c'est un petit peu une espèce de sonnette d'alarme, ou en tous les cas de clignotant que j'active, cette manifestation qui était rassemblée sur le vieux port de Marseille, pour les auditeurs qui connaissent la ville, s'est trouvée tout d'un coup dans son parcours dans les quartiers à population juive du 8e arrondissement de Marseille, autour de la rue Paradis, l'avenue du Prado, j'allais dire comme pour un petit peu agiter la menace, pour dire attention, on est là, on sait où vous êtes. En parallèle à cela, on a la mairie qui recevait depuis plusieurs mois l'intervention des représentants de la LFI dans le conseil municipal, qui faisait la pression pour que la mairie radie son jumelage avec Haïfa. Et le maire n'a rien trouvé de mieux à faire parce qu'il n'a pas la poigne nécessaire pour les affronter, à mon avis, et puis parce que aussi c'est sa sensibilité. Il a décidé, écoutez, on va garder Haïfa avec le jumelage, mais on va faire aussi un jumelage avec un quartier de Gaza ou d'une autre ville palestinienne. Donc on sent aujourd'hui de plus en plus que ça échappe. Mais malgré tout, votre titre, votre ouvrage, votre bouquin là, est un petit peu, j'allais dire, il fait peur et il interpelle un petit peu la communauté. On va aborder dans la deuxième partie de l'émission les solutions éventuelles. Mais est-ce que c'est ce que vous avez retrouvé aujourd'hui dans votre parcours? Ce qu'on a retrouvé dans toutes les villes de France, ce qui se passe à Marseille, c'est ce qu'il y a dans toutes les villes de France, avec des microclimats qui sont tous un peu différents. Mais en réalité, on a d'un côté les islamistes politiques qui, eux, arrivent en costume cravate et avec leurs iPhones, qui prennent les associations, qui font des associations de femmes, petit à petit, tu te voiles, etc. Des associations pour aider les jeunes, des associations de sport, des associations pour faire de la formation permanente, pour du soutien scolaire. Ils font des associations pour aider, etc. Donc, ils ont conquis l'espace politique. Petit à petit, c'est un État dans l'État. Mais leur but, donc, ils sont très, très tactiquement, c'est le vivre ensemble, c'est la non-exclusion, c'est l'islamophobie, etc. Mais la réalité stratégique du Miligorus, des frères musulmans, des salafistes politiques, etc., c'est évidemment l'État. C'est évidemment de prendre l'État. Et leur cible, c'est l'État, et dans la ligne de mire, il y a les Juifs. Donc là-dessus, il y a le capitaine de pédalo, parce que c'est ça. C'était la Rima Hassan, c'est quoi? C'est la croisière des selfies. Il faut quand même arrêter. Il y a des morts de l'autre côté, quoi. Bon, on s'amuse pas avec des choses comme ça. On s'amuse pas même avec les Palestiniens qui meurent. Ça suffit, quoi. Donc, ils manipulent tout ça. Et donc, tous les maires et les filles, en fait, on se retrouve avec des maires qui sont, comme à Sarcelles, qui sont, mais quasiment, les islamistes ont tracté pour eux. Les islamistes sont là très présents. Ces gens, ils vous disent, on n'a rien à voir avec les filles, on est PS, mais c'est pas vrai. Ils ont appelé à voter pour virer les Corses, là, François Poupogne, et pour mettre à la place un député LFI, ce qui permet que, et maintenant, ils disent, attendez, après nous, ça va être le chaos si c'est LFI à la place du PS. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que LFI utilise les islamistes utilisent LFI, mais LFI, les idiots utilisent les islamistes. Et les islamistes, ils sont quoi? Ils sont financés par le Qatar, ils sont financés par la Turquie, ils sont financés par l'Arabie Saoudite, ils sont financés par les pétromonarchies. Voilà. Et donc, la réalité, c'est que quand vous voyez LFI qui fait ses petites manifestations sur le port, etc., avec quelques imbéciles, eh ben, en réalité, c'est le pédalo qui va boucher le port, c'est la sardine qui va boucher le port à Marseille, mais qui viennent à Bastia. Voilà. Donc c'est pas comme ça que ça peut se passer. Si on veut un État, une ville fraternelle, à Marseille, à Bastia ou à Paris, il faut qu'on fasse la paix entre les communautés et pas qu'on agite le feu et qu'on allume le feu en permanence pour lancer la guerre des communautés. Parce que vous savez, personne n'a intérêt à une guerre des religions. Peut-être que les Juifs vont être les premiers touchés, mais dans l'Espagne du XVIe siècle, après les Juifs, ça a été les morts. En clair, les musulmans. Donc, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter tous ces délires. La religion n'est pas faite pour faire de la politique, elle n'est pas faite, et les politiques n'ont pas à manipuler la religion. On va vers quelque chose de très grave si ça continue comme ça. Mais apparemment, le pouvoir politique en France n'arrive pas à s'en dépêtrer de tout ça. Hein. Ah oui, et puis ils sont lâches. Le président se balade dans des voyages et dans de la représentation, il fait comme s'il n'existe pas. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans toute la sémantique, dans tous les dialogues. Regardez le dernier rapport qui dit attention, les frères musulmans, ça devient une menace grave pour la République. Mais ils sont là depuis 30 ans, je vous le dis, je les ai rencontrés en 1990 dans mon monastère, et ils arrivaient sous. C'est Mitterrand d'un côté, il a dit bon, mais j'ai plus les communistes, donc je vais faire les musulmans, SOS racisme, etc. Et de l'autre côté, il a lancé le Front National. Donc on a les deux côtés. Mais à Marseille, il y a des gens
vous voyez, regardez, je connais bien Martine Yana, qui a animé le centre communautaire rue du Dragon, là où ils ont été hier soir. Là où nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà, maintenant elle est décédée. Oui, je sais. Et Martine, Rona Lifrara, elle c'était quelqu'un quand même qui animait la vie intercommunautaire. Absolument. Vous voyez. Donc c'était quelqu'un qui amenait des orchestres arabes, etc. Ils animaient cette vie intercommunautaire. Aujourd'hui, ça, c'est en train de disparaître. Les communautés se referment les unes sur les autres. Les jeunes musulmans, ils sont en espèce de leur truc, on va mettre la charia et tout va se résoudre. Les juifs sont complètement enfermés, ils ont peur, et ils veulent partir. Ils vont faire la révolution avec les pieds en partant. Voilà. Bien, effectivement. Bon, mais c'est pas très... Alors, est-ce que peut-être la communauté juive n'est pas organisée, j'allais dire les structures communautaires, les institutions, leurs présidents, etc., ne sont pas trop timorés et font profil bas, alors que peut-être on devrait avoir une attitude différente et plus expressive et plus forte. Parce qu'on a l'impression, plus ça avance d'un côté, plus ça se développe, plus c'est... Comment dire, c'est vu, c'est au vu et au su de tout le monde et d'une façon médiatiquement importante. Et plus la communauté s'est responsable, j'ai l'impression qu'ils se referment sur eux-mêmes et on dit pas de vagues et il faut pas faire ceci. En fait, il y a une espèce d'appréhension et de peur là-dessus qui est tout à fait négative dans le fonctionnement de la société, de la relation avec son prochain et avec les autres communautés. Je comprends. Alors, parlez-nous un peu, vous avez fait quand même un parcours ces derniers jours, vous avez rencontré des communautés, votre présentation de l'ouvrage a beaucoup de succès, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir, nous, à Marseille. Une maison d'édition comme, je crois que c'est Cherche Midi qui vous a publié, c'est que le travail effectué semble très, très important aux yeux du lecteur français, là-dessus. Oui, et tout à fait. Qu'est-ce que ça donne un petit peu les contacts avec, vous étiez à Strasbourg, vous étiez dans la Marne, vous étiez dans la région parisienne. Qu'est-ce que ça donne ces contacts avec la communauté juive? Est-ce que ça vous conforte dans tout ce que vous avez présenté comme analyse? Donc tu peux y aller Bravod. Oui, bien sûr. Donc, comme vous avez dit, c'était très important pour moi de rencontrer, d'entendre le ressenti des gens, comment les gens fonctionnent. Et j'ai vu des communautés extrêmement fortes, extrêmement vivantes, extrêmement confiantes en elles-mêmes et en fait inquiètes pour l'avenir. On n'a pas dit des choses tellement nouvelles. On a dit des choses que les gens savaient. Mais tant que c'est pas validé par des chiffres, tant que les gens ne le font pas, et alors ils entendent et ça reste au niveau de l'impression. Et l'impression, c'est pas bon parce que les changements comportementaux passent par des changements d'attitude. Les changements d'attitude passent par des données, par un rationnel. Donc il s'agit maintenant de prendre devant nous un tableau, de dire voilà ce qu'il en est, de comprendre réellement la mesure du risque, comme on fait dans une entreprise ou dans ailleurs, dans un autre domaine, et on regarde vraiment si c'est risque. Et chacun va faire son propre travail. On ne le fait pas pour vous, chacun doit considérer est-ce que je suis prêt à prendre ce risque ou pas prendre ce risque, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et donc les gens, j'ai senti les gens, c'est pas pour rien que sur les 300 personnes que j'avais à Strasbourg, je vous ai dit, tous les livres qu'on avait, les 68 sont partis immédiatement à nos gens. Il y a des 56 qui sont partis immédiatement, etc. Ça veut dire que ce soir, on est allé plus, demain, on sera à Montmorency. Et puis, bon, malheureusement, je dois partir sur Israël et dois faire d'autres choses, d'autres projets sur d'autres pays. Mais on se reverra. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la communauté, elle est consciente. Les Juifs de France savent. Les Juifs de France, malheureusement, les Juifs sont des optimistes invétérés. C'est notre force, c'est notre secret. C'est ce qui fait qu'on est encore là après 3500 ans. Et d'un autre côté, c'est ce qui fait que les Juifs d'Algérie sont partis en juin 62, une main devant, une main derrière. C'est ce qui fait que les Juifs d'Allemagne ont voulu racheter à tout prix. Ils disent, vous aurez pas mal, c'est à eux de partir, c'est pas à nous. Vous dites de rentrer chez nous. Mais on est chez nous ici, on reste là, et on est courageux, et on va mettre des pancartes. Et tout ça, je sais pas, parce que la démographie, elle qui pilote. Et regardez plus loin, si on regarde un tout petit peu, Élie, on regarde les Juifs sont sortis d'Égypte, vous savez, dans la Bible, le jour de Pessah. Ils sont sortis, on mange des matins. On sort des matins parce qu'on est parti dans la précipitation. C'est-à-dire que ce genre de décision, malheureusement, comme on est des optimistes... Alors, Dov, si vous permettez... On est capable de prendre des décisions rationnelles. Je comprends. Juste un point. Non, on va l'aborder. Didier, une minute. On va aborder ça. Donc, on va terminer cette première partie d'émission où Didier, vous allez intervenir. Et on se reparle dans quelques minutes pour la deuxième partie. On va effectivement partir sur ce que venait de dire Dov. Oui, Didier, qu'est-ce que vous vouliez rajouter là-dessus? Juste un point sur les dirigeants communautaires.
Oui. Les dirigeants communautaires, ils sont forcément dans une position où eux, ils sont face à l'Élysée, ils sont face au service de sécurité du ministère de l'Intérieur, etc. Ils essaient de protéger les Juifs autant qu'ils peuvent. Chaim Corsia, qui est un grand copain qui m'a aidé dans la conversion, le grand rabbin de France. Donc, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, lui, en fait, en réalité. Et on a vu hier Yonatan Arfi, lui, il nous a dit, avec Dov, il nous a dit, ah ben, Yonatan, qui est un ami à nous, quoi. Il a dit, ah mais, en fait, avec vos arguments, on peut dire tout l'inverse, on peut dire, mais finalement, c'est formidable pour les Juifs de France, parce que depuis le 7 octobre, ils sont regroupés, c'est de plus en plus chaleureux, c'est le ghetto, mais en fait, tout le monde est bien au chaud. Alors, ça, c'est vrai, mais il y a une dissonance énorme entre eux et puis la base. C'est-à-dire que la base, elle voit tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, elle se dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Eux ne peuvent pas parler, et il faut des lanceurs d'alerte comme nous, qui disent, mais attendez, mais regardez ce qui se passe réellement. Mais tout le monde sait ce qui se passe, avec l'islam radical qui a les cibles, les juifs pour cible. Tout le monde l'a compris, personne, même tous les Français. Le problème, c'est un problème républicain. Et maintenant, c'est aux communautés, aux juifs, de se prendre en main et de se dire mais qu'est-ce que je fais pour notre sécurité, pas qu'est-ce que j'attends du grand rabbin de France ou du consistoire ou du CRIF ou du FSJ, parce qu'ils ne peuvent rien pour vous de toute manière. Que faire un peu d'advocacy, c'est-à-dire de vous aider à porter votre voix auprès des gouvernants. D'accord, c'est des élites. Quelqu'un, quand on arrive à Créteil, il nous a dit mais on venait, il nous a dit mais vous êtes des cols blancs pour nous. Donc il faut absolument que les Juifs se mettent en marche, prennent leur destin en main et se disent mais maintenant tout ça dépend de moi. Si on doit aider des gens, si on doit se rapprocher des chrétiens, inviter des chrétiens à table pour Shabbat pour que demain éventuellement ils nous protègent ou simplement pour l'amitié, eh ben il faut qu'ils se bougent tout simplement. Ok, belle conclusion pour cette première partie. Élie et Didier, je tiens à quelque chose. Ce livre est un livre qui va aider les dirigeants communautaires. On a bien compris. À demander à ce que les politiques prennent leurs dispositions, prennent la mesure de la menace pour les Juifs, le désarroi des Juifs, et commencent à prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir arrêter que ça devienne tout à coup une situation insupportable. Ce livre est là pour aider les dirigeants communautaires à mieux aider à défendre leurs coreligionnaires. Parfait. Donc merci pour cette conclusion de cette première partie. On va se retrouver dans quelques instants après cette pause pour voir maintenant un autre volet avec vous, Dov, sur l'aspect Alia, Israël, pas Israël ou d'autres horizons. On se retrouve dans quelques minutes. Merci Dov, merci Didier. Merci. Et restez à l'antenne pour la deuxième partie de cette émission. Merci à vous. הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי 3 נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם 6, עוד רגע 7 וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק 2 חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים אני לא מספיק להגיע, לשמור להציל להושיע, לספוג במקומם את הקליע. אוי כמה הלב הוא פגיע, אני מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אני מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב, פשוט עצרתי והקשבתי
לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אמן 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 על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. עומד מתבונן ביציע, צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע. רק תחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. אני חוזר הביתה. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Voilà, après cette pause musicale, nous nous retrouvons comme d'habitude avec la Voix de Sion, l'émission des amoureux de Sion et du sionisme. Nous allons aborder toujours avec nos invités, et plus particulièrement avec Dov Maimon, l'aspect après le portrait qui vient d'être dressé, et si la situation des Juifs de France a un aspect un peu inquiétant, on l'entend beaucoup, certains disent « moi je reste, je ne partirai pas, on ne me fera pas partir, quelle que soit la situation, je ferai face ». Et puis il y en a d'autres qui sont d'une façon très forte en train d'examiner différentes options pour aller sous d'autres cieux, vivre ailleurs, quelque chose de différent. Et dans ce vivre ailleurs, bien sûr, la Aliyah et Israël a une place non négligeable, et on l'a vu puisque le gouvernement israélien et le ministère de l'Intégration mettent énormément de dispositifs en place pour pouvoir accompagner, intégrer les Juifs de France qui souhaiteraient faire leur Aliyah. Est-ce que ça, on le retrouve en Israël, Dov, d'une façon prégnante de ce que vous voyez, vous, dans votre quotidien, quoi? L'État d'Israël est prêt à accueillir tous les Juifs du monde entier. Ils sont aussi prêts à accueillir les Juifs de France, mais il n'y a pas d'effort particulier de rechercher à faire venir les Juifs de France. D'une manière générale, les politiques israéliens sont convaincus que les Juifs ne viendront que quand il y aura des violences, comme on l'a vu. D'une manière générale, tous les 10-15 ans depuis le début du sionisme, on a une crise dans un des pays. Les plus diplômés, les plus riches, les plus brillants, les plus ambitieux partent aux États-Unis. Les gens les plus intégrés socialement, culturellement, qui ont une identité juive très faible, vont essayer de se cacher, de maraniser, de faire oublier qu'ils sont juifs, faire de l'amnésie volontaire. Et puis, ensuite, un groupe d'idéalistes. Et tous ceux qui n'ont pas le choix viennent en Israël. En fait, avant, on pouvait aller, par exemple, à Londres. Aujourd'hui, Londres n'est plus un endroit où, pour les Juifs, c'est fréquentable. Aujourd'hui, les portes des États-Unis sont en train de se refermer. Le Canada, dans 10 ans, ils feront la même chose. La Belgique a 5 ans d'avance sur nous. Le Canada, ils ont 10 ans de retard. Donc, à Montréal, on sera dans une situation à peu près qu'à Paris ou à Marseille dans 10 ans. Donc, les choses ne vont pas beaucoup bouger. Donc, en vérité, les Juifs ne le savent pas, mais ils vont partir. Et probablement vers Israël, parce que c'est le seul endroit où, pas parce qu'ils vont leur donner des conditions, des appartements, des maisons, de l'emploi, non, ils vont pas leur donner grand-chose. Ils vont leur donner ce que Israël et ils vont leur donner surtout la possibilité de vivre, la possibilité d'avoir un endroit où aller. Et on l'a vu pour ce qui s'est passé pendant la guerre d'Ukraine, on l'a vu dans d'autres cas, et les gens seront très contents de pouvoir partir s'ils arrivent à partir, etc. Donc, je ne vais pas continuer. Ce qui est important, je voudrais relever simplement, Elie, un point important sur ce qui se passe. Beaucoup de Juifs croient que si demain Jordan Bardella va passer, le RN va passer, alors M. Retailleau va passer, ils seront protégés, tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais j'ai dit tout à l'heure que la démographie, c'est elle qui pilote. Ça veut dire, la démographie, ça veut dire que quand
On va prendre l'exemple très simple de M. Sarkozy. Vous vous rappelez probablement qu'en novembre 2005, il y a eu des émeutes. Absolument. Et là, il y a eu Sarkozy a dit on va les laver au Karcher, on va tolérance zéro pour la racaille. Et qu'est-ce qu'il a fait en même temps? C'est déjà extrêmement documenté. Aujourd'hui, il a tracté avec le Qatar. Hein, c'est lui qui a fait rentrer le Qatar. Aujourd'hui, il est responsable de l'immobilier du Qatar en France. Et c'est lui qui a fait l'UOIF, c'est-à-dire les frères musulmans qui ont eu accès à toutes les mairies, à tout ça. C'est lui qui a construit des grandes mosquées dans plein d'endroits qui font un travail social. Il a dit on va les intégrer, ça va partout où l'État se retire, les frères musulmans entrent et on va avoir ces gens-là qui vont être partout et qui vont commencer et on s'aperçoit que dès qu'il y a des grandes mosquées, souvent elles sont prises dans les mains des salafistes ou des fréristes qui se mélangent aujourd'hui, les salafo-fréristes, et on a tout à coup les juifs se sentent en danger, se sentent menacés et ne voient plus tellement leur avenir. Et il y a plus d'incidents. Il y a une corrélation entre le pourcentage, sauf à Marseille, parce que vous êtes une ville merveilleuse, mais partout dans le monde, une corrélation entre le pourcentage de musulmans et le nombre d'incidents antisémites et le malaise des juifs. Donc les juifs qui on voit à Créteil, avant il y avait autour du lac beaucoup de restaurants cachers, tout ça, dès que la mosquée a été construite par des gens les politiques qui ont voulu faire, d'une certaine mesure, ont voulu calmer ou donner de la place à toutes sortes de musulmans. Alors ces gens-là, finalement, les juifs sont partis et se cachent. Mais non, ce qui est important aussi, c'est de savoir que ce qu'on connaît de la façon du modus operandi des frères musulmans, c'est qu'ils vont pas faire des violences dans le 14e. Ils vont pas faire des violences à Sarcelles ou à Créteil. Leurs violences, eux, là-bas, c'est déjà les maîtres des lieux. Ils vont faire des violences à Neuilly. Ils vont attaquer un rabbin à Neuilly. Ils vont attaquer un rabbin à Deauville, où là, les Juifs croient qu'ils sont les rois du monde et qu'ils peuvent vivre comme ils ont envie. Et ils leur disent, vous croyez que vous allez vous passer au Prado dans le 8e, là-bas vous êtes... Non, c'est là-bas qu'on va vous montrer que vous êtes des sous-hommes, vous êtes des dignes, vous avez passé en regard furtif, mettez votre casquette bien enfoncée sur la tête, de temps en temps, on va vous donner une petite claque dans la tête, et peut-être un peu plus, et vous allez comprendre qu'ils sont les maîtres des lieux. C'est la façon qu'ils ont fait en Algérie, ils ont ravagé l'Algérie, ils ont fait 150 000 musulmans, et ils ont ravagé la Libye, et la phrase qu'ils disaient au dimanche, c'était après samedi dimanche, à savoir, d'abord on a chassé les juifs avec des chrétiens, et puis ensuite ils ont chassé les chrétiens, ça s'appelait le dimanche, après le samedi. Les juifs, le dimanche, les chrétiens, c'était la phrase classique qu'on employait au Liban, et ça s'est évidemment réalisé comme ça dans d'autres pays, au Nigeria, on a beaucoup de pays. Le modus operandi, pour nous qui étudions l'histoire et qui voyons comment travaillent les frères musulmans et leur façon de travailler un peu partout dans le monde, donc c'est assez prévisible de qu'est-ce qui va se passer, et donc c'est pas si surprenant de voir que c'est sûr justement que les menaces qu'on va faire envers les Juifs, leur montrer qu'ils sont les maîtres des lieux. Vous comprenez que quand le drapeau palestinien devient l'étendard de ralliement de tous les émeutiers, il n'y a plus beaucoup de place pour un Juif dans les manifestations de gauche. Vous voyez, donc on est dans une situation qui est comme ça. Maintenant, vous me dites qu'est-ce qui se passe en Israël? Les gens font leur alia pour deux raisons. On appelle des facteurs attractifs et des facteurs répulsifs. Attractifs, c'est qu'ils viennent par sionisme. C'est mieux de venir par sionisme pour pouvoir construire le pays, aider le pays à être meilleur, vouloir construire à tous les niveaux, construire un pays encore plus réussi, sublime et encore meilleur. Et puis une autre façon, c'est qu'on n'a pas le choix. Et en général, comme j'ai dit dans l'histoire, ça a surtout été des gens qui sont venus par le choix. Et là, il s'agit de se dire, est-ce qu'on va venir avec notre dignité, avec nos ressources, ou est-ce que tout à coup ça risque de bloquer? Je parlais récemment avec un dirigeant de la communauté de Bruxelles, il m'a dit, à Bruxelles c'est tellement grave, nous recommandons aux gens de ne plus investir dans l'immobilier. Parce que même l'immobilier, ils vont nous faire comme au Maroc, ils vont nous spolier tous nos immobiliers une fois qu'on sera parti et qu'on croira. Et est-ce qu'on peut faire confiance à l'extrême droite? L'extrême droite, il faudrait leur demander comment vous allez gérer les émeutes le jour où vous allez passer au pouvoir. Et que vous allez tout à coup avoir des émeutes dans toutes les villes de France. Rappelez-vous, en juin 2023, on a eu 50 000 jeunes qui sont sortis, ils n'étaient pas si jeunes que ça, dans 550 communes différentes. Et ça s'est arrêté par les barons de la drogue au bout de 5 jours. Mais si ça devait continuer, on a déjà vu le restaurant et les magasins juifs qui ont été cassés à Sarcelles, ça aurait duré quelques jours de plus. Heureusement que ça ne s'est pas continué, on sera arrivé dans une autre situation. Donc on sera arrivé dans une autre situation, et là ça aurait pu débarrer. Et la police n'a rien fait, elle s'est enfermée en général dans les commissariats. 50 000 policiers contre 50 000 jeunes, les policiers nous ont donné comme témoignage, ils voulaient nous tuer, etc. Donc c'était très très dangereux. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qui se passe dans les 800 villes de non-droit, tous les cités de non-droit, des espaces de non-droit où la police ne rentre pratiquement pas. Donc tout ça peut, à un certain moment, est-ce que l'État a les moyens de mesurer, quel que soit le gouvernement, quel que soit le Premier ministre? Donc on veut demander des questions à M.
qui est fait, c'est les étapes qu'on connaît par cœur, qui vont être faites, qui avaient déjà été faites en Irak, qui avaient déjà été faites dans d'autres pays, etc. Donc on voit, c'est des choses qu'on connaît assez bien. Les Juifs en général sont des optimistes invétérés et qui vont toujours croire on partira pas. Franz Kafka, le grand écrivain tchèque, a une phrase très belle en allemand. Il dit c'est l'héroïsme des cloportes qui ne veulent pas quitter la salle de bain alors qu'on veut les chasser. Vous voyez. Donc est-ce que l'héroïsme c'est de rester ou est-ce que l'héroïsme c'est de prendre des leçons du futur, du passé, de déjà 3500 ans et de se dire peut-être qu'il est temps qu'on aille ailleurs. Et non, je ne dis pas forcément Israël, allez où vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il faut savoir qu'il y a un grand mouvement de l'histoire qui fait que les changements démographiques, on peut avoir deux modèles. Soit c'est la France qui se soumet, soit c'est la nouvelle minorité grandissante qui se soumet, qui accepte la République, les valeurs de la République. Et il faut voir si le courage des politiques, il faut voir s'ils font du clientélisme, s'ils voient du court terme ou s'ils sont très très courageux. Maintenant, qu'est-ce qu'Israël va donner? Il y a des gens qui aident à l'Aliyah. Ça, c'est très important à dire. Si je parle des gens qui s'appellent l'Aliyah de groupe, et là, c'est très très important. Parce que pour venir en Israël, c'est pas facile. Les gens comme vous et moi, qui ont connu, ou nos parents ont connu l'immigration, savent qu'on arrive, il faut trouver un emploi, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas la langue, tout ça, il faut qu'il y ait un accompagnement qui aide énormément. Pour l'Aliyah, qui a été faite par l'Aliyah de groupe, 1800 familles françaises qui sont venues, 1% de retour, et ces gens-là sont intégrés en Israël, leurs enfants sont très heureux, etc. Donc ça marche. Celui qui vient tout seul et qui croit qu'il va se débrouiller tout seul alors que la culture israélienne est ce qu'elle est, et on ne va pas la changer. Il s'agit, nous, de nous adapter et de comprendre qu'il faut mieux aller avec des gens qui vous accompagnent. Donc l'Aliyah de groupe, c'est pas un agent juif, c'est une organisation privée de gens qui se lèvent et qui ont décidé de faire un travail énorme pour aider les juifs, un peu comme moi ou comme Didier, qui se disent nous mettons au service du peuple juif pour essayer de les aider, mais l'État d'Israël en soi, 50 000 juifs qui peuvent venir de France, c'est insignifiant. C'est même pas 1,5% de la population. C'est pas un enjeu principal. Il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants pour le peuple juif et par rapport à l'État d'Israël. Et donc, l'État d'Israël n'a pas pour l'instant de plan d'Aliyah massive. On n'a pas de plan, on va donner des appartements. On n'a pas de plan, on va donner du travail. Non, mais il y a un accompagnement qui est proposé, hein. Il y a un accompagnement qui se fait, il y a une considération, une prise en compte de cette initiative. Moi, on le voit à travers, vous avez parlé de l'Aliyah de groupe, il y a d'autres organisations qui sont aujourd'hui, qui ont émergé. Vous avez raison, il y a Lech Lecha. Absolument, il y a ça, oui, oui. Or-Hadas, je crois. Oui, absolument, c'est ça. Ils sont capables de s'occuper de populations et de les aider à faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accompagnement est très important et c'est pas des organisations qui viennent de l'État. Elles reçoivent pratiquement pas d'argent de l'État. Simplement des associations, des gens qui sont mobilisés parce qu'ils sont par militantisme. Il faut qu'on ait nos frères juifs. Merci Dov pour cet aspect des choses. J'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver à la rentrée, promis juré comme on dit, et que la communauté viendra à votre rencontre. En attendant, je peux qu'encourager les gens à acheter ce livre, à découvrir votre enquête. Je pense qu'on le trouve dans toutes les librairies. On doit les trouver aussi sur Amazon pour souscrire et pour prendre... On est les premières ventes sur Amazon, oui. Pour l'instant. Et notre éditeur nous dit, c'est incroyable, pourquoi il y a tellement de ventes sur Amazon? On dirait que les Juifs ont peur d'acheter chez leur libraire. Ils préfèrent acheter sur Amazon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas un grand analyste de ce genre de choses. Merci beaucoup, Beatzlacha, et à très bientôt. Nous allons vous remercier. Et puis, encore quelques minutes pour remercier nos auditeurs. Pour rappeler, puisqu'on a parlé d'Aliyah, l'actualité de cette semaine dans notre communauté. Lundi prochain, lundi 16 juin, à partir de 17h45, il y aura, comme chaque année, avec l'Agence juive et le consistoire de Marseille, une soirée pour mettre à l'honneur les familles, les personnes qui feront leur Aliyah dans cette année 2025. Et nous pouvons que vous inviter à vous y associer, à venir leur souhaiter une Hatzlacha, à venir les encourager dans leurs décisions, dans leurs initiatives, et surtout que nous nous inspirions, chacun d'entre nous, pour prendre la bonne décision. Et bien que nous ayons évoqué tout ce qui a été évoqué, que nous soyons conscients que Israël est la voie et la direction la plus adéquate, la plus adaptée pour un juif qui veut essayer avec ses enfants de garder la pérennité et du judaïsme. Merci à tous, merci Dov, merci Didier, bonne semaine à tous et à très bientôt pour notre prochaine émission. Shalom à tous pour la voix de Sion. Ni meshuga, ni
משוגע? מי משוגע? אני משוגע. מי משוגע? אני משוגע. מי משוגע? אני משוגע. היי! על הבימה יעלו גולני, הנה זה בא. על הבימה יעלו גבעתי, הנה זה בא. על הבימה יעלו נחלאווים, הנה זה בא. על הבימה יעלו תותחנים, הנה זה בא. אני חייל עם גיל ביד, אותו סוחב כמו סבל, לא משנה כמה כואב, תמיד שמח בעורף, ואיזה כיף לי, איזה כיף, עם אלונקה על הכתף, ועוד מעט תהיה לי כיף, עם הסגולה על הכתף. איזה כיף, איזה כיף. אל תחברו לנו את האש, פה הכי קרבי שיש, נותנים את הלב, נותנים את הנשמה, לוחמים, לוחמים, משפחה. אז מי משוגע? אני משוגע. מי משוגע? אני משוגע. אם אני על הנגמש או על הסטילו, על המזכר בקה בכפיר, אף אחד לא מתעסק איתי, לא. במגלן פלסר או פלחן גצר, קרקלות, עבודות רסר, לא, אף אחד לא מתעסק איתי. היי, זה רק אני והצוות, נותנים את הכל, יש מכלול של אויבים בשכונה, כן זה כל מה שיש פה, בגולן, במדבר, בערים, בגדה, בבקעה, אבל אורי אמר לי, האויב הגדול במזרח התיכון הוא בכלל יום ראשון הקשוח, הגיע הזמן שנוריד אותו גם. אל תחברו לנו את האש, פה הכי קרבי שיש, נותנים את הלב, נותנים את הנשמה, לוחמות, לוחמים, משפחה.